Bonjour. Bonjour Geoffrey. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Achille. Présente-toi Achille. Alors, je m'appelle Achille, j'ai 35 ans, je suis nouvellement arrivé sur Dijon, je suis originaire du Nord, moi, du Nord Pas-de-Calais, donc plus précisément de Lille, pas très loin de Lille. Alors, au niveau de mon parcours estudiantin, j'ai entrepris des études de communication et ensuite j'ai bifurqué vers une maîtrise en anthropologie, avec comme spécialité l'étude des structures familiales, notamment européennes d'abord, et puis plutôt mondiales à travers tout le globe ensuite. Alors, au niveau professionnel, malheureusement, c'est peut-être pas non plus une mauvaise idée, mais j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir être, on va dire, raccord avec mes principes, mes idées, pour pouvoir en faire mon métier, sachant que c'est compliqué d'être un libre penseur dans une société française, voire européenne aujourd'hui, en 2024. Donc, j'ai rapidement compris que j'allais peut-être pas m'épanouir sous le joug et le diktat sociétal qui s'imposait à moi si je voulais continuer sur ce thème-là, l'anthropologie. Donc, j'ai préféré garder ça comme une passion active et me développer en autodidacte. Et à côté de ça, faire d'autres choses. Hein. Donc, c'est pas très important, mais pour la précision, je suis consultant, plutôt manager dans le recrutement aujourd'hui, dans les ressources humaines. C'est plutôt, je vois ça plutôt comme un emploi alimentaire, parce que ma source de vie se situe plutôt dans tout ce qui est anthropologie, et puis plus loin, voilà, l'histoire, la psycho, la philo, et voilà. Donc, okay. Je pense que j'ai évoqué le principal. Ça marche, Achille. C'est super de t'accueillir ici. Justement, on va voir ce que ça donne aujourd'hui pour après ensuite décider ce qu'on fait. Et donc aujourd'hui, voilà, forcément, on a un spécialiste de l'anthropologie. Et pour ceux qui savent un peu, qui ont suivi un peu mon blog, mon parcours cette année, savent que je suis allé plus en profondeur dans les sujets qu'avant. Notamment, j'ai lu beaucoup de philosophie, théologie également, psychologie. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir une bonne discussion avec Achille. Aujourd'hui, on va aborder justement un thème important auquel tu as quelque part déjà fait allusion par rapport à cette mention de la libre pensée aujourd'hui. C'est la recherche du sens dans cette société moderne. Donc voilà, je voudrais qu'on lance cette conversation dans une recherche vraiment de vérité au-delà de l'idéologie. Et donc, comment ça se fait aujourd'hui que voilà, le sens semble être absent? Alors, très bon sujet d'ailleurs, pour commencer. Je vais introduire en fait cette question, plutôt mes réponses, par un constat tout simplement que j'ai été amené à faire il y a quelques années de ça. Je me suis rendu compte que autour de moi régnait un certain climat de tristesse, de déprime générale. Je sais pas, les gens tiraient la tronche jusque par terre. J'ai eu cette sensation de vivre dans une société, dans un monde un peu gris, avec des gens très très tendus, souvent à fleur de peau, stressés. Alors, j'ai réfléchi. Alors, la première question que je me suis posée, c'est effectivement, point de vue politique, économique, voilà, la France et plus globalement l'Europe traverse depuis un petit temps des turbulences à ce niveau-là. Mais plus globalement, j'ai compris que ça ne se limitait pas juste à la question matérielle. Et justement, la question matérielle étant tellement présente dans notre société, je me suis dit que c'était pas normal que les gens donnent à ce point de l'importance à du matériel, tout en sachant que derrière, ce qui est paradoxal, c'est que ce matériel n'a pas l'air de leur apporter satisfaction comme il se devrait normalement. Donc ça, c'est le constat. Et puis, forcément, j'ai fait le lien avec moi-même en étant souvent confronté à des situations professionnelles où un bon salaire ne me suffisait pas.
J'ai observé j'ai occupé, observé, on peut le dire aussi, mais j'ai occupé des postes à responsabilité. On aurait pu se dire, bon ben voilà, il gagne bien sa vie, il est dans une situation confortable, il a rien à envier en fait. Mais en fait non, je restais souvent sur ma faim. Et ce constat s'est fait sur d'autres personnes malheureusement. Et donc je pense qu'aujourd'hui, cette notion de sens est très importante parce que je pense que la question du sens doit se poser dans une société qui n'en a plus. Et ça, c'est ma conclusion aujourd'hui. L'être humain a remplacé le manque de sens par... Enfin, si vous voulez, non, je vais peut-être pas partir comme ça. Je vais plutôt dire que je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, les individus, par manque de sens, ont essayé de s'inventer des nouvelles sources susceptibles de leur apporter du sens. Ces sources-là, je les ai évoquées, c'est l'économisme, c'est le PIB, c'est le pouvoir d'achat. Mais force est de constater que depuis un petit temps, on observe que cela ne suffit pas, que la société reste déprimée, reste triste, reste grise, reste... Quand, par exemple, on compare avec d'autres personnes, d'autres ressortissants d'autres pays, des Africains, des Indiens, des Arabes, qui n'ont peut-être pas notre degré de matérialisme, de notre pouvoir d'achat, mais qui paraissent parfois un peu plus heureux. Je pense qu'on peut tous aujourd'hui se dire qu'on a toujours dit « Ah bah tiens, les Africains, ils sont heureux, ils dégagent de la joie de vivre. » Et c'est vrai. Ou des Arabes ou des Indiens qui sont plus dans une vision, on va dire, positive de la vie. Alors que nous, Européens, on est plus un peu rabougris, bien qu'ayant une situation matérielle beaucoup plus avancée que ces pays-là en général. Donc j'ai compris que le matérialisme, c'était pas ce qui amenait du sens. Et j'ai compris aussi que, en faisant le parallèle avec ces pays-là, par exemple, j'en suis arrivé à la question... principal, c'est qu'on n'a plus d'éléments en quoi croire. On ne croit plus en rien. Nous sommes tombés dans une forme de nihilisme. Tout ce qui est de l'ordre de la croyance est mal vu et considéré comme ringard, un peu vieilli. Voilà. Et alors, quand je dis croire, c'est avant tout croire en une vie après la mort, en une élévation, en une spiritualité, en somme, croire en Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais terminer en fait, pour pas être trop long, pour pouvoir continuer en fait sur cette thématique néanmoins, mais effectivement, je pense que je résume tout ce que je viens de dire par une seule phrase. Je pense que depuis qu'on a tué Dieu, eh bien, on est rentré dans une certaine forme de manque de sens, de vide, et on gravite et on se cherche. Et les gens ne veulent pas l'admettre consciemment. C'est quelque chose qu'ils vivent inconsciemment et essayent de trouver des palliatifs. Amazon, Uber Eats, Netflix, ça, ce sont effectivement des palliatifs qu'on veut mettre en place. Voilà. Mais selon moi, c'est comme mettre des rustines, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une plaie, on va mettre un sparadrap, et ça va pas le faire parce que ça va peut-être bloquer l'hémorragie pour je sais pas, quelques heures, mais tout de suite après l'hémorragie n'est pas réellement stoppée. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis là, je pense, et ça c'est un aspect qu'on voit global. D'ailleurs, une question que je pose avant mes bike fitting avec mes clients, c'est de savoir s'ils sont plus pour une solution superficielle ou sur rechercher la profondeur du problème, toi. Justement, c'est intéressant parce qu'on voit qu'on a les deux types de questions. Donc déjà, peut-être que cette question peut me permettre de comprendre la personne que je vais avoir en face. C'est peut-être la plus importante de toutes les questions ici. Bien sûr. Et quand tu fais l'allusion à la mort de Dieu, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une référence à Nietzsche. Donc voilà, qui voyait un peu une extinction du christianisme, et après lui voyait ça comme un concept qui allait nous libérer, qu'on allait ensuite devenir, on allait remplacer en fait le christianisme par, on allait devenir des Superman. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que ça ne marche pas forcément par rapport à l'aspect qu'il manque derrière une structure. Il manque quelque chose vers lequel on marche tous, tu vois. Et c'est vrai que
moi, comment j'essaye d'orienter ma propre vie, toi, c'est de voir Dieu, le divin, le logos, comme une cible. Et c'est ce que je lisais ce matin d'ailleurs je lisais Mere Christianity de C.S. Lewis. C'est aligner vraiment ses actions avec le paradis. Parce que si on essaye de viser directement la terre, en fait, on n'a ni l'un ni l'autre. Alors que si on essaye de viser le paradis, potentiellement on a les deux. Je comprends ce que tu veux dire. Alors, je vais traduire parce que c'est très... ce que tu dis, c'est assez abstrait. Ce que je comprends moi, effectivement, c'est qu'il faut avoir une cause pour laquelle se battre qui soit plus grande que soi. Bien entendu. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est vrai que quand tu parles de paradis, on peut extrapoler. On peut aussi remplacer le mot paradis, par exemple, par, je sais pas moi, un sportif qui vise une médaille d'or ou je sais pas moi, un politique qui va vouloir. Enfin, aujourd'hui c'est compliqué de parler de ça, mais un politique honnête, c'est un peu un oxymore. Mais je parle à des politiques, des hommes providentiels comme je sais pas moi, De Gaulle, qui était habité par une idée pérenne dans son esprit, qui était de sauver la France, et c'était quelque chose qui le possédait, c'était quelque chose qui l'animait dans le sens latin du terme, anima, le animus, l'âme. C'était quelque chose qui en fait le hantait. Et je pense qu'on est tous venus sur Terre pour avoir ce genre d'objectifs. Malheureusement, aujourd'hui, on vit effectivement dans une société qui nous dit, bon, ben voilà, vous êtes des consommateurs, vous allez acheter, vous allez fermer votre gueule, vous allez consommer, on va détruire tout ce qui est de l'ordre de la croyance, tout ce qui est de l'ordre de la foi et tout ce qui est de l'ordre de la confiance et d'éléments abstraits qui font qu'on va se battre pour quelque chose qui est plus grand. C'est-à-dire la famille, l'autorité, l'amour du pays, le patriotisme par exemple, et la religion, par exemple, Dieu. Une fois qu'on détruit tous ces éléments, on désarme l'individu qui se retrouve nu et qui se transforme qui devient le parfait spéculateur de la finance. Et donc, parfait pour pouvoir lui faire manger et gober tout ce qu'on veut lui faire gober et manger. Il y a comme une forme de recherche d'un salut, en fait, je pense, dans ce consumérisme. Et le problème qu'il y a, c'est qu'on enchaîne, et il y a comme une forme de salut qui arrive au moment où on consomme, et après on retombe. Ce qu'on pourrait faire le lien avec la production de dopamine. On a ce petit boost là. Oui, le pic. Le pic de dopamine. Et après on retombe et on reprend plus de drogue et on retourne et on reprend plus de drogue encore. Et on est moins en moins satisfait. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup la pensée, par exemple, j'aime bien voir tout ce qui est addiction et il y a celles qu'on connaît très bien. Et par contre, il y en a d'autres aujourd'hui qu'il faut mentionner également, comme les réseaux sociaux, comme la pornographie. Celui que je viens de citer des deux, le premier particulièrement dangereux pour les jeunes femmes et le deuxième est particulièrement dangereux pour les jeunes hommes. Et je pense qu'en fait, si tu enlèves tous ces comportements addictifs, quelque part derrière, tu te retrouves face à un vide spirituel. Ce qui est potentiellement une bonne chose. Parce que derrière, ça va être une opportunité d'aller chercher quelque chose de vrai. Mais je pense qu'à ce moment-là, une fois que tu as enlevé tout ça, la seule chose qui peut remplir ton cœur, quelque part, c'est Dieu. Et on a besoin de cette transcendance personnelle. Justement, sur le concept de la maturité également, c'est ce que moi je ressens beaucoup aujourd'hui, c'est que finalement aujourd'hui, on est de moins en moins mature. Parce que les jeunes gens, dans la vingtaine, combien sont prêts à se marier? Combien sont prêts à créer des enfants? Avoir des enfants. Et alors qu'en fait, l'enfance, quand on est en enfance, on est égoïste. Et c'est vrai que j'ai eu cette poursuite du cyclisme, voilà, qui m'a satisfait pendant un bon moment de ma vie. Et après, un jour, j'arrive à un moment, je me dis, je veux faire quelque chose qui me dépasse. La poursuite individuelle ne me satisfait plus. Et donc, c'est vrai que les plus grands plaisirs aujourd'hui que j'ai, c'est de partager ma connaissance, d'aider les gens à avancer. Et je pense que justement, c'est une vraie transition entre l'enfance et l'adulte. T'as profité pendant que tu étais en enfance
Maintenant, c'est à toi de redonner. Et si tu fais pas ça, je pense qu'on tombera forcément dans une forme d'hédonisme. Encore une fois, c'est ce qu'on dit. Viser quelque chose de plus grand que nous. Là, on veut laisser un héritage positif. Laisser le monde dans une meilleure condition qu'on l'a trouvé finalement. Mhm. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis, on va dire à 95%. Quand tu dis que la seule chose qui nous reste après avoir supprimé toute forme de comportement addictif est néfaste et délétère, hein, comme voilà, comme tu as évoqué les réseaux sociaux, mais après les séries Netflix, tout ça, oui. C'est sûr. Même voilà, surtout la drogue, surtout tout ce qui est comportement. Les séries, par exemple, je pense qu'il y a aussi toujours tomber vraiment dans du binge-watching, quoi, d'enchaîner toujours l'épisode d'après, l'épisode d'après. Après, ces séries sont faites pour ça. C'est fait pour ça, bien sûr. C'est construit pour manipuler un peu le cerveau et te faire envie, en fait. Voilà. Je suis d'accord, sauf que oui, t'as dit oui, tout ce qui nous reste, c'est Dieu. Alors, j'émettrais une petite réserve par rapport à cette phrase, parce que globalement, je vois ce que tu veux dire par rapport à Dieu, c'est-à-dire l'élément qui va nous apporter du sens. Parce que de toute manière, quand on supprime toute cette forme de comportement addictif, on se retrouve face à nous-mêmes et on se pose la question les fameuses questions existentielles. Qui suis-je? D'où viens-je et où vais-je? Donc forcément, on va aller tâter ce terrain-là. Et je tiens à préciser que alors, de mon côté, cette recherche du divin, elle est pas nécessairement représentée par le Dieu, parce qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, beaucoup d'individus ont été dégoûtés en fait de cette forme de figure autoritaire qu'on leur a imposé, le Dieu éternel assez cruel de l'Ancien Testament, par exemple, qui manque un peu de morale par rapport à celui du Nouveau Testament, qui s'est, entre guillemets, assagi à travers la parole du Christ et les évangiles. Donc il faut faire attention, je pense, quand on parle de Dieu, parce qu'on risque aussi de rapidement tomber dans une espèce d'être catalogué comme finalement des gros prosélytes qui veulent ramener en fait des gens dans leur communauté sans philosophie derrière. Dieu, ça peut être effectivement Dieu peut se manifester dans toutes les sphères de la vie. Dieu peut être dans la musique, Dieu peut être dans l'art, dans la peinture, dans ce qu'on appelle l'art noble, l'art qui va nous permettre de s'épanouir et pas nécessairement de créer que de la dopamine, mais ce que j'appelle l'épanouissement pérenne, l'épanouissement éternel qui va nous accompagner jusqu'à la mort et qui va nous permettre d'être heureux. Alors, bien sûr qu'à côté de ça, il y a cette notion de famille qui est super importante. Quand tu parles de Dieu, je comprends parfaitement, car qu'est-ce qui met en exergue la famille? Qu'est-ce qui le fait mieux que la religion? Ça, c'est sûr et certain. Mais globalement, je pense le catholicisme, je pense. L'islam aussi, le judaïsme aussi. Oui, le judaïsme aussi. Toutes les religions, en général, mettent un accent très très fort sur la famille. Mais je pense qu'effectivement, en se sortant de ces comportements addictifs et néfastes, on se retrouve nu et on traverse une phase de questionnement et une phase de solitude. Et la question de Dieu, avec un grand D, la question du spirituel s'impose à nous, parce qu'on se demande pourquoi tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on est là, où va-t-on? Et là commence effectivement, normalement, en tout cas au mieux, une démarche vers la vérité. Mais c'est des notions assez abstraites. Je trouve qu'il ne faut pas voir ça comme des choses comme les dieux qu'on nous a représentés quand on était jeune, un homme barbu avec une espèce de je sais pas si c'est un trident. Après, est-ce que c'est pas le problème encore? Zeus est représenté souvent comme ça. C'est de l'anthropomorphisme, je trouve. Ouais. Après, est-ce que c'est pas encore Après, on a besoin de l'image aussi, parce que le langage sans image ne veut rien dire. Alors, certains ont besoin d'images, certains non. Toi, tu te représentes Dieu. Non, mais je veux dire, par exemple. Tu te représentes Dieu? Explique-nous. Ça, c'est une très bonne question. Explique-nous, Geoffrey. En fait, tu sais que moi, j'ai une capacité de penser de façon abstraite, bien entendu. Mais pour moi, de toute façon, moi, je suis un théiste. Oui. Donc, je pense que Dieu a créé l'univers. Je pense que Dieu intervient dans l'univers. D'accord. Comparé à un déiste.
Après, je le vois pas forcément comme en fait comme un gars dans le ciel. Mhm. Je vois comme une force qui fait que quand on agit selon sa volonté, Mhm. on a le libre arbitre, hein, parce que cet argument qui peut souvent être utilisé pour essayer de prouver l'inexistence de Dieu par tous ces gens finalement souvent qui se comportent comme des judéo-chrétiens, mais qui te défendent l'idée que oh non, bien sûr que non, on est athée, comme j'ai été pendant très longtemps. Et voilà, pour moi, c'est une force qui fait, voilà, quand on respecte ce que Dieu veut pour nous, il y a des choses sympas qui se passent dans cette vie. Et peut-être après. Mais je le vois plus comme voilà. C'est une question. Oui, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est bon. Okay. C'est une question. Non, pas un homme barbu blanc en tout cas. Non, après voilà, j'ai dit ça comme ça, mais je pense que c'est une question très intéressante que tu poses parce que je pense que en fonction de ce que l'être humain va vivre dans sa vie, il va plus ou moins croire en un Dieu théiste ou déiste. Enfin, il y a plus ou moins théiste ou déiste. C'est-à-dire que les gens qui vivent des malheurs sur malheurs, en ayant respecté la volonté de Dieu, ils vont avoir du mal à se dire on est testé et on va aller jusqu'au bout. Ils vont un peu s'éloigner effectivement de cette forme de théisme qui dit je crois que Dieu intervient sur les choses de tous les jours. Il y a aussi une autre catégorie de personnes. Moi, je suis en train de lire l'autobiographie de Jung en ce moment et il y a des passages très intéressants sur son enfance et son adolescence, période durant laquelle il se posait certaines questions sur la nature de Dieu. Il y a eu des passages plutôt très très poignants où il s'est vu, on va dire, il s'est vu habité par des crises d'angoisse quotidiennes parce il s'est posé une question assez intéressante que je trouve d'ailleurs, qui consiste à dire si Dieu est omniscient, il savait que il était censé savoir que Ève allait croquer dans le fruit défendu, et donc c'est-à-dire que il aurait dû prévoir cela, et donc si effectivement Dieu est omniscient, il a voulu qu'elle le fasse, et donc il a voulu créer, si tu veux, le mal, et il a voulu donc après tester l'être humain. Ce qui pose une question assez intéressante selon Jung, c'est est-ce que Dieu est vraiment bon si de base, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté pervers de vouloir, on va dire, tester l'être humain, sachant que pertinemment que l'être humain n'a rien demandé, entre guillemets. Donc ça pose une question fondamentale, c'est que effectivement c'est ce qui distingue en fait finalement le déisme du théisme. Mais globalement, je pense que le déisme, on le rappelle, voilà, c'est Dieu qui a créé l'univers. Par contre, il n'y a pas d'intervention divine. Et le théisme, voilà, Dieu crée l'univers, il y a une intervention divine. C'est ça. Pour donner un exemple concret, par exemple, le déisme, avec un D, donc, Dieu crée l'univers, et puis voilà, vous faites ce que vous voulez. Et donc, s'il y a une catastrophe naturelle et des milliers de morts, ben, c'est pas de la faute de Dieu. Par contre, dans le théisme, s'il y a une catastrophe naturelle, eh bien, c'est Dieu qui a voulu cette catastrophe naturelle. Pour je sais pas quelle raison, peut-être punir, en fait, en général, les gens, mais encore une fois, la question se pose, parce qu'il y a quand même pas mal d'innocents dans le jeu. Mais bon, voilà. Ça, c'est le distinguo entre les deux versions, en fait, de croyances globales. Mais moi, je pense que qu'on soit théiste ou qu'on soit déiste, l'essentiel, c'est de croire. Moi, quand on a introduit l'émission, j'ai insisté sur cette notion de croire en quelque chose de grand. Et pour effectivement tenter de guérir cette société qui est malade en ce moment, notre société européenne et occidentale, si on prend les États-Unis également. Donc, par contre, dans ta vision aussi, par exemple, dans le déisme ici, ça serait on aurait toujours une moralité absolue, bien entendu. Ah, bah évidemment. Oui, bien entendu, parce que ça, c'est le gros problème que je pense qu'on affronte aujourd'hui. Une moralité relative. Oui, bien ça, on est d'accord. Si on commence à dire « Ah, vous savez, ça c'est OK », ça ouvre la porte à « ça c'est OK », et on le voit très bien. On l'a très bien vu, par exemple, avec l'homosexualité. Tu commences avec une chose, t'en rajoutes une autre. Ah oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Et voilà, on parle le mariage, après les adoptions, après les gestations à portée d'autrui, voilà. C'est pour ça, quand on ouvre la porte sur une chose, faire attention. Et il y a eu bien des associations, même aux États-Unis, qui défendaient la pédophilie.
Oui, Et oui. il y a des, et il y a des, et voilà, il y a des fois, il y a des associations avec certains LGBT sur la pédophilie. Donc, voilà, c'est la porte ouverte à tout. Et, mais pour répondre à la question aussi, moi, pour moi, je veux dire, pas forcément la question, mais cette pensée de se dire, voilà, Dieu, il crée des difficultés dans ce monde. Je pense déjà, il y a aussi moi, je vois toujours la difficulté comme justement une opportunité de trouver du sens. Si on prend toutes les bonnes histoires de cette vie, un héros, il a toujours des difficultés à affronter. Sinon, c'est pas un héros. Et je pense justement la bonne façon de voir la vie, c'est voir la vie comme une histoire. Et imaginons Dieu par exemple, il n'y aurait pas le libre arbitre. On serait obligé de le suivre. Quelque part, on serait des robots. Donc, à quoi bon la vie, puisque de toute façon, on est programmé pour faire le bien. Justement, cette recherche de Dieu, c'est aussi de vouloir faire le bien, vouloir battre le péché. Et c'est une difficulté. Et c'est d'ailleurs là qu'on a deux types de chrétiens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis du christianisme à cause de ça, à cause de personnes qui se comportaient comme des pharisiens et qui se disaient chrétiens. Et c'est que le but d'un vrai chrétien, c'est de dire tous les jours, Dieu, aide-moi à vaincre le péché. Dieu, aide-moi à me comporter bien. Et si le but, c'est juste, je crois en Jésus, je suis sûr d'aller au paradis après la mort, ça enlève tout l'intérêt du christianisme. Je suis d'accord, bien sûr. Il y a une forme d'honnêteté dans la croyance. Il faut, je pense que quand on est honnête avec soi-même et quand on fait les choses avec le cœur, en tout cas, ça nous soulage, ça peut nous soulager, ça peut soulager des douleurs et tu parlais des pharisiens. C'est vrai que les pharisiens sont complètement éloignés en fait de la source de la parole vraie, c'est-à-dire que c'est des individus qui vont, comme des premiers de la classe, ils vont juste vouloir plaire au maître sans réellement comprendre les agissements et les fondements même de la philosophie à laquelle ils adhèrent supposément. Donc on est dans une forme d'hypocrisie stupéfiante qui remet tout en question et qui va effectivement malheureusement dissuader pas mal d'individus, d'autres individus de croire. Mais pour en revenir à la question des difficultés, c'est une très bonne question parce que à partir du moment où il y a une difficulté et qu'on la surmonte et que donc à travers cette victoire de la difficulté, on comprend le sens de la vie, c'est ce que tu disais. À ce moment-là, oui, effectivement, tout ça a du sens. Par contre, il y a des situations où, parce que j'ai toujours cet esprit de contradiction qui va aller chercher le contre-exemple. T'as entièrement raison. Quand on sait très bien qu'il y a eu des périodes assez sombres dans l'histoire. Bon, je vais évoquer l'esclavage, par exemple. Je veux dire, un esclave qui va passer toute sa vie esclave ne sera le héros de rien du tout, en l'occurrence. En tout cas, il ne se sentira pas comme ça. En psychologie, on sait très bien que l'esclave, il a une basse estime de lui-même. On a passé toute sa vie à le diminuer, à le frapper. Et donc, psychologiquement, il est très, très diminué. Donc, forcément, alors, moi, je vois à ce moment-là le rôle de la religion ou de la philosophie ou peu importe, c'est de l'accompagner dans cette difficulté-là, sans lui promettre que ça ira mieux sur Terre. Ça ira mieux après. Alors, peu importe qu'il y croit ou pas, de toute manière, en lui promettant que ça ira mieux après, ça vient soulager sa douleur actuelle sur Terre. Et donc, je pense que dans tous les cas, c'est très bénéfique. Je pense que dans tous les cas, la religion, la parole, en l'occurrence la parole du Christ, parce qu'on parle de christianisme ici, donc c'est la parole du Christ qui est, selon moi, également une des paroles, la parole la plus intéressante à tous les niveaux. On en reparlera après, on évoquera peut-être même des passages de l'Évangile, mais je pense que de toute manière, l'intervention du Christ n'est que salvatrice, ne peut que faire du bien. Et c'est ça toute la particularité du Christ, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une figure qui est intouchable, même des athées, des agnostiques te diront « mais ce mec est incroyable, ses enseignements sont incroyables et il fait du bien ».
Et donc voilà, je pense que de toute manière, la parole du Christ, la religion, est là pour faire du bien. Elle est là pour faire du bien aux individus dans leur vie quotidienne. Et quand ils traversent des moments difficiles, eh bien, cette religion est faite pour les aider. Après, pour venir sur le concept de la souffrance, on a Viktor Frankl, survivant du Holocauste et psychologue, inventeur de la logothérapie, qui dit la souffrance cesse de la souffrance le moment où elle trouve le sens, en fait. Et justement, c'est pour revenir à ce concept d'histoire. Et je pense que justement Jésus, c'est une bonne représentation de cette souffrance. C'est une mort injuste, jeune, tu vois, et en plus d'atroces souffrances, parce que la crucifixion, c'était vraiment le mode d'exécution le plus douloureux. Le plus douloureux possible. C'est une mort longue, c'est une mort absolument atroce. Donc en combinant ces trois éléments, en fait, c'est ça qui fait que cette histoire aussi, elle est absolument marquante pour tout le monde. C'est qu'on n'aurait pas pu faire plus dur. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elle fonctionne bien. Mais c'est vrai que voilà, pour revenir encore sur Viktor Frankl, après on a cette transcendance personnelle. Voilà, en gros, il parle de trois différentes façons de trouver le sens dans cette vie. Lui, il est juif. Et donc, on a à la fois faire un travail, par exemple, voilà, qui nous dépasse, toi, comme tu disais, du vrai art, mais de l'art qui est déjà aligné sur quelque chose de plus grand que nous. Toi. C'est pas de l'art pour faire un chèque à la fin de l'année, du mois, quoi. Toi. Et après, l'amour, en fait. L'amour, le mariage, par exemple, ou l'entraide, la charité. Et derrière, c'est la troisième raison, c'est la troisième façon d'atteindre ce sens, c'est justement la position qu'on adopte face à la souffrance. Cette résilience. Et c'est vrai que c'est une caractéristique qui est absolument clé. Je me souviens qu'il y avait une étude justement qui disait que pour avoir du succès dans la vie, pour être bien dans la vie, le trait de caractère, le trait qu'on veut avoir le plus, c'est ça, c'est cette résilience. Et moi, en cyclisme, par exemple, j'ai fait 23 ans de cyclisme en compétition. Le nombre de personnes que j'ai vu passer et arrêter, des fois à la première difficulté. Alors que moi, voilà, j'ai eu des très bons moments dans le vélo. J'ai eu des moments aussi où je me disais, waouh, j'ai pris une claque aujourd'hui. Et d'ailleurs, le cyclisme est très intéressant à ce niveau-là parce que quand on fait un sport collectif, il y a la probabilité de gagner, elle est de 50-50. La statistique, elle va être différente, bien entendu, suivant comment tu es bon. Mais en vélo, imaginons, tu as 100 coureurs, 200 coureurs au départ. Souvent, il y a beaucoup de cyclistes. Des fois, c'est 10 ans, 15 ans de vélo pour arriver à une victoire. Je connais beaucoup de cyclistes, même autour de moi, qui n'ont jamais gagné une course. Et donc voilà, je pense que pour forger cette résilience aussi, ça a été une école remarquable. D'ailleurs, toi, tu fais du karaté. Parle-nous un peu plus aussi peut-être justement cette résilience, comment elle joue dans le karaté. Voilà. Mais je pense que ton exemple par rapport au cyclisme est très intéressant, mais il peut être effectivement extrapolé dans plusieurs disciplines différentes. Le karaté, c'est vrai que t'as un adversaire en face de toi. J'ai fait du karaté en compétition. Et t'as effectivement une chance sur deux. Alors, je sais pas si on peut quantifier il y a un tournoi après aussi. Réellement ça, bien sûr. Non, parfois, s'il y a des tournois, parfois, c'est vraiment juste un combat ou deux. Mais il y a cette notion de dépassement de soi, il y a cette notion de travail et cette notion de pouvoir arriver à pousser ses limites. Et c'est bien que tu en parles parce que c'était un exemple que j'ai peut-être pas évoqué, mais le sport, dans effectivement les éléments qui vont venir faire en sorte de travailler pour quelque chose qui est plus grande que soi. La victoire est plus grande que son simple bonheur, sa simple jouissance ponctuelle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand psychologiquement et forcément qui a un impact beaucoup plus important dans l'épanouissement personnel. Le karaté, c'est quelque chose qui est compliqué également parce que, il y a beaucoup de
c'est contrairement à un combat de rue, la compétition de karaté, c'est pas forcément celui qui met l'autre KO. Non, il y a des règles très spéciales, très spécifiques. On peut pas toucher réellement l'adversaire. Enfin, on peut le toucher, mais pas très fort, parce que sinon on est disqualifié. Donc c'est vraiment cette habilité de pouvoir jauger entre la puissance et le psychique, enfin le psyché, et le psychologique, pardon. Bien entendu. Après, justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, c'est que, justement, qu'il y ait des règles, qu'il y ait un cadre. Parce que, justement, aussi, c'est pas ça le problème aujourd'hui. C'est pas le manque de cadre. Bah, tout à fait. Quand on explique à quelqu'un qu'il n'y a plus aucun cadre, qu'il n'y a plus aucune règle, bah, on demeure, en fait, des animaux. Et ce qui distingue l'animal de l'être humain, c'est la civilisation. Et la civilisation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'érection, si j'ose dire, de certaines règles. On parle des 10 commandements pour en citer les fondamentales des règles. Ensuite, il y a eu des différents codes, etc. Mais tout vient effectivement de ces religions dont l'importance est primordiale dans le bon fonctionnement d'une société. C'est pourquoi j'ai évoqué Dieu, qu'effectivement, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est une phrase de Voltaire. Ouais. Je pense que les règles sont très importantes. On voit bien qu'aujourd'hui, le manque de sens est aussi lié au fait qu'après mai 68, on a basculé dans une société complètement libertaire, avec toute forme de... Tout ce qui touche à l'autorité est proscrit. Le postmodernisme est très dangereux pour le sens. C'est ça. Alors, ça a commencé avec du modernisme, et puis après, ça a effectivement basculé dans du postmodernisme. Et puis là, aujourd'hui, je pense qu'on est derrière le postmodernisme, on est dans le nihilisme. Quand on a détruit l'école, toute forme d'autorité, donc l'école, le maître, voilà, l'autorité paternelle à la maison, ou même maternelle, l'autorité de l'État, l'autorité à travers les forces de l'ordre, par exemple. Quand on a tout détruit, l'être humain se sent, d'une part, croit qu'il se sent bien, croit qu'il vit dans un monde parfait où il fait ce qu'il veut, mais justement, il fait ce qu'il veut. Et très, très rapidement, après, quand l'être humain se rend compte qu'il fait ce qu'il veut, eh bien, ça ne répond pas, en fait, à ce qu'il recherche réellement. Parce que, de toute manière, si on fait ce qu'on veut, on ne peut pas vivre dans une société où chacun fait ce qu'il veut. Concrètement, ça veut dire que moi, si j'aime pas quelqu'un, je vais le tuer, et puis c'est ce que je veux le tuer. C'est le danger du relativisme moral. Exactement. Donc tout est relatif, hein, tout est interprétable, et donc tout est possible. Et donc ça, c'est un peu compliqué parce que ça fait fi du bien-être collectif pour se concentrer sur du bien-être individuel. Et donc, quand je parle de nihilisme, quand je parle d'hédonisme primaire, de jouissance ponctuelle, j'ai surtout oublié d'évoquer, en fait, ce qui crée tout ça, c'est l'individualisme, en fait. Et aujourd'hui, avec l'absence de règles, de cadres, d'autorité, de Dieu, entre guillemets, donc de sens, tous ces éléments-là ont été causés par cet individualisme roi qui est né dans nos sociétés et qui constitue aujourd'hui la religion de tout le monde. Mais on voit où cela nous mène. On voit où cela nous mène actuellement, cette religion-là. C'est vrai qu'on voit d'ailleurs j'ai lu pas beaucoup de développement personnel américain, et c'est vrai que c'est la dissatisfaction que j'ai eue avec, au bout d'un moment, c'est ça, c'est vraiment un individualisme, toujours construire plus de... C'est l'état d'esprit de la Silicon Valley, c'est toujours construire plus grand, voilà, essayer innover à tout prix. Mais innover pourquoi, en fait? C'est comme... il y avait la conversation Peterson et Pajot qui parlaient de Dawkins, qui disait, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les formes de vérité qui nous permettent de faire arriver une fusée sur la Lune. Et Pajot, il dit, mais pourquoi on voudrait aller sur la Lune en premier lieu? C'est vrai qu'on on est dans une société où on veut beaucoup impressionner, la folie des grandeurs, mais on ne se pose pas les bonnes questions derrière de pourquoi, souvent, est-ce que ça sert réellement? Voilà. Je me rappelle d'une époque où les progrès de la médecine étaient considérables et ça réjouissait tout le monde. Là, on était sur quelque chose qui avait un peu plus de sens, quoi. Donc, voilà. Les progrès de TikTok, c'est bien aussi. Ouais, écoute, sûrement, faudrait voir. Mais je pense que
Je pense que ça crée plus de mal que de bien, en l'occurrence. Ouais. Ça montre peut-être... Et moi, mon hypothèse aussi, c'était... ce que j'écrivais dans mon journal l'autre jour. Je pense que les réseaux sociaux ont réellement une très bonne capacité justement pour faire monter les uns contre les autres, les personnes, et créer une fausse compétition, en fait. Tu vois, comme toujours avoir une envie d'être validé par des pairs, et ça... Mais en fait, c'est très bien que tu évoques les réseaux sociaux, parce que juste après que j'ai évoqué en fait, cette notion d'individualisme, pour moi, le réseau social, c'est l'application, c'est l'agora de l'individualisme. Définis l'agora pour notre audience. Exactement. Parce que en fait, l'agora l'agora de l'individualiste, c'est une agora virtuelle où on est tranquille dans notre chambre et on se permet de dire ce qu'on veut parce qu'on sait très bien de toute façon qu'on est tranquille et que personne va venir nous frapper, on va dire directement, mais c'est faux. Parce que derrière, ça peut créer des problèmes, des lynchages, des rixes, des agressions, etc. Tu veux définir le terme agora, juste voilà. Oui, agora. Agora, c'est un terme latin qui signifie la place publique. C'est jadis en période. Alors, je pense que c'est période helléniste. Non, c'est période classique. Dès la période classique, c'est-à-dire moins 800 avant Jésus-Christ. L'agora, c'est la place principale de la cité où en fait les gens avaient coutume de se retrouver pour évoquer des sujets de société. Donc tout le monde pouvait parler tranquillement, une espèce de place libre où on arrivait et on pouvait s'exprimer sur divers sujets politiques, sociétaux, etc. On va revenir là-dessus justement, la liberté d'expression, gros sujet aujourd'hui. Et pour moi, il y a comme en fait si chacun essayait de... On peut faire la corrélation justement avec l'individualisme, je pense, comme si chacun essayait de défendre son sujet, même les intellectuels aujourd'hui, certains en tout cas. C'est comme si on essayait plus de défendre le sujet plutôt que d'essayer de marcher tous ensemble vers une compréhension plus grande du monde, en fait. Et c'est comme s'il y avait ils essaient de se rattacher à une forme de sens, justement, de leur dire « Allez, moi j'ai raison. » Tu vois ? Je te laisse commenter là-dessus. Ça, c'est l'ego humain. Je pense que, de toute manière, l'être humain a toujours été orgueilleux et c'est normal. Toujours une forme d'ego, toujours voulu que ce qu'on pense soit la vérité. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, cet ego a pris des proportions complètement faramineuses. Les réseaux sociaux ont contribué, je pense, fortement à cette exacerbation de je sais même pas si ça se dit d'ailleurs, exacerbation. Au fait que oui, l'ego soit devenu quelque chose d'exacerbé. On voit les réseaux sociaux, on voit le narcissisme qui y règne, on voit Tu parles de TikTok, TikTok c'est quoi ? C'est des gens qui s'autofilment, donc déjà ils vont se regarder à quoi ils ressemblent, ils vont se juger physiquement, ils vont se dire mais je suis pas bien, je suis pas beau, mais on s'en fout de ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que le narcissisme va venir en fait renforcer cet ego de l'être humain et va finir par faire croire aux gens que ce qu'ils disent c'est de toute manière la vérité, ou en tout cas cet ego-là, ce narcissisme-là va venir faire en sorte que l'être humain va être moins enclin à écouter son prochain, parce qu'il suffit juste qu'une vidéo soit bien réussie, que la personne s'aime bien physiquement et la manière dont elle parle, etc., et que cette personne soit belle et qu'elle suscite et qu'elle engendre beaucoup on appelle ça des j'aime, les likes et les followers, etc. Ça va gonfler son ego et ça va la rendre complètement hermétique à tout ce qui se passe autour d'elle. Tu parlais donc de ça en disant pourquoi en fait aujourd'hui les gens ne pensent plus collectif, ils pensent solo. Je pense que c'est encore une fois lié à cette notion de narcissisme qui est beaucoup présente dans les réseaux sociaux. C'est renforcé par les réseaux sociaux. Ah oui, ça c'est carrément parce qu'il y a dans les réseaux sociaux aujourd'hui on a l'image. Et l'image, il faut faire attention avec l'image. Narcisse, c'est quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Aujourd'hui, les gens quand ils font des lives, ils se regardent dans un miroir. Et je peux te dire que j'en ai vu. Et parfois, avant qu'une vidéo soit vraiment officialisée, les gens, certains influenceurs font, je sais pas, 15 prises, 10, 16 prises, alors juste parce qu'ils se trouvent qu'il y a un petit cil qui va de travers. Enfin, je veux dire, c'est complètement, c'est grotesque. Voilà. Je peux le comprendre parce que moi, j'avais joué un petit peu avec ça à un certain moment et pas longtemps parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi-même. Et
j'ai beaucoup de mal, moi, personnellement, à suivre ces comportements sociaux. Je préfère essayer de m'ancrer dans quelque chose qui est intemporel. Et la vertu est intemporelle. Et donc, en tout cas, c'est intéressant. Voilà. Et c'est vrai que ça renforce cette notion d'individualisme et qui, pour moi aussi, derrière, là, on va aller plus loin, mais je pense que tout ça, ce qui se passe depuis plus de 50 ans, de toute façon, justement, nous dit que vivre tout seul, c'est bien. Et toi, la psychologie, la grande critique que j'ai de la psychothérapie aujourd'hui, et c'est normal puisque c'est l'idéologie qui est poussée de masse, et donc les gens répondent dans cette idéologie. C'est quand on dit aux jeunes filles, vous êtes aussi bien toutes seules. Alors que justement, ce que Frankl nous dit, et que après ma réflexion psychologique, philosophique, le vrai bonheur, il est uniquement trouvable dans quelque chose qui nous transcende. Donc, si on reste tout seul, forcément, au bout d'un moment, on tombe dans un hédonisme. Et on cherche un plaisir après un autre plaisir. On cherche un palliatif, comme je disais tout à l'heure. Bien sûr. C'est pour ça que je pense que que ce soit pour un homme ou pour une femme, parce que des fois, voilà, on pourrait dire le but d'une femme premier dans la vie, c'est d'être femme et mère. Mais moi, je dis pareil d'un homme. Le but d'un homme dans la vie principale, c'est d'être un mari et un père. Parce qu'on t'a donné quelque chose. Et derrière, il faut le rendre. L'enfance, l'adolescence, c'est quelque part, on prend. Et après, c'est normal, ça soit difficile, c'est une transition difficile, c'est une mort spirituelle, c'est une crucifixion. C'est le passage justement de prendre, et maintenant je vais te donner pour le reste de ma vie. En majorité, voilà. Et tu as commenté là-dessus un petit peu ? Évidemment, mais j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. En plus, toi, tu avais étudié les structures familiales, donc... Non, mais en fait, oui, je ne veux même pas... Oui, c'est sûr, après, ça va être un peu plus long si j'évoque ces thématiques-là, mais moi, je pense que c'est très simple. Il faut pas... Enfin, c'est pas simple, mais en même temps... Enfin, c'est pas simple dans le quotidien, mais c'est simple à expliquer, c'est simple à comprendre. Quand aujourd'hui, on parle l'individualisme, premièrement, c'est penser à soi et pas penser à d'autres choses qui puissent effectivement, comme nous l'avons évoqué, nous transcender. Des choses plus grandes. La famille, c'est quelque chose c'est un des éléments qui, effectivement, est plus grand que nous. J'avais évoqué, je sais pas moi, la poursuite d'un objectif sportif, par exemple, voilà, la politique, ou par exemple, je sais pas, voilà, certains rêves, voilà. Quelque chose qui laisse Dieu, un impact. Voilà, par exemple, et un impact. Et la famille. La famille, c'est quelque chose quand même, voilà, on fait un enfant, l'enfant devient la priorité. Donc, on pense au bien-être de l'enfant avant son bien-être personnel. Dans une société hédoniste dans laquelle nous sommes tombés, comme on l'a rappelé en début d'émission, les hommes... Alors, je vais faire le distinguo homme-femme. Premièrement, les hommes. Les hommes, comme tout le monde, voilà, hédonisme, absence de sens. L'homme va commencer à penser à sa gueule avant de penser à la famille. Pareil pour la femme. Sauf que je pense que pour la femme, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus dramatique, je pense. Parce que cet individualisme, il sévit dans nos sociétés européennes et occidentales. Comme par hasard, nos sociétés occidentales et européennes sont les sociétés pionnières du féminisme. Qu'est-ce que le féminisme ? Alors, il y a plusieurs formes de féminisme. Mais aujourd'hui, quand on observe les taux de natalité en Europe et en Occident, c'est très, très, très bas. Ce qui n'existait pas dans les années 60, par exemple, où une certaine forme de féminisme existait déjà. Mais aujourd'hui, le néo-féminisme, comme on dit, qu'est-ce que c'est ? Troisième, quatrième vague. Exactement, c'est la vague qui est la plus mortifère. J'espère qu'il n'y a pas pire que ça. Je ne pense pas qu'on pourrait faire pire d'ailleurs. Pour le monde, c'est très mauvais. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on va expliquer aux femmes, comme disait Alain Soral, voilà, qu'elles ne sont pas des vaches à lait, qu'elles ne sont pas des procréatrices. On va leur dire... Mais non, ça c'est ringard, il faut que vous ayez la même carrière qu'un homme, sous prétexte de l'égalité, etc., etc. La femme, la jeune fille, complètement naïve, la pauvre, va se faire lobotomiser quand elle sera jeune. Elle va grandir dans cette dynamique, dans cette idéologie, dans cette espèce de lobotomisation. Et on va lui expliquer qu'il va falloir faire des études. Alors les études, c'est très bien, mais qu'il va falloir faire une carrière après ça. Et qu'il ne faut surtout pas écouter son instinct naturel, qui est effectivement de faire des enfants. Je veux dire, c'est une femme... Nous sommes nés pour faire des enfants. La femme, un homme, une femme, un homme, c'est la survie de l'espèce.
Donc c'est simple. Soit on choisit de suivre la survie de l'espèce, on fait des enfants, soit on choisit la carrière pour les femmes. Alors, encore une fois, j'ai pas envie d'exagérer, mais je veux dire, globalement, si toutes les femmes commencent à se mettre à faire des carrières incroyables et refusent toutes de faire des enfants, c'est ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il y a une chute de la natalité qui s'explique finalement par les disparitions de l'espèce. Logique, hein. C'est très logique. Et ce qui est horrible, c'est qu'on peut très bien, alors j'ai pris des positions extrêmes, on peut très bien considérer qu'une femme travaille, c'est pas la question. Mais ce qui, moi, personnellement, me chagrine et m'agace, c'est qu'on va expliquer à la femme, on va la dégoûter de son instinct maternel, de sa propre nature. Et on va faire en sorte que lorsqu'elle se regarde dans un miroir, elle va elle va rejeter sa condition de femme. Et elle va vouloir avoir les testicules qu'elle n'a pas, c'est-à-dire vouloir faire comme l'homme. Ce qui a donné aux États-Unis, qui sont toujours les premiers pour nous pondre des conneries, cette notion de executive woman. C'est horrible, parce que non seulement Boss babe. ça fait en sorte que les femmes vont penser à leur carrière avant de penser à leur famille, donc elles vont faire soit un enfant au max, soit pas d'enfant, ce qui est horrible, finalement, pour la balance démographique, parce que je rappelle qu'une société qui ne procrée plus, c'est une société qui est en voie de disparition. Voilà, donc il faut la logique, mais la logique a quitté ce monde. Donc... C'est mathématique, hein, c'est pas voilà, il faut pas avoir fait HEC pour comprendre ça. Par contre, à côté de ça, il y a aussi parallèlement un phénomène horrible qui se passe parce que on a constaté qu'au plus le féminisme, ce néo-féminisme s'est ancré dans la société, il y a une relation proportionnelle entre ce féminisme et l'augmentation du nombre d'homosexuels dans nos sociétés. Moi, je fais un parallèle très simple, c'est que ces femmes-là, en tout cas la femme occidentale aujourd'hui, est difficile d'accès. Ah oui. C'est-à-dire que on va l'éduquer dans une haine de soi, donc de la femme, d'elle-même, et aussi une haine de l'homme, oui, qui est le responsable de tous les maux de l'univers. Donc la femme devient une espèce d'animal sauvage, un peu très difficile d'accès, qui ne pense qu'à elle. Donc si on résume individualisme, hédonisme, féminisme, haine de soi, haine de l'homme, tout ça va ensemble. Tout ça c'est va le ensemble. Package complet, hein. Exactement. L'homme, donc les jeunes hommes occidentaux européens sont complètement timorés à l'idée d'aller aborder une femme. Et donc, il faut avoir du courage pour aller le faire. Et malheureusement, le courage n'est plus l'apanage de nos sociétés. Et qu'est-ce qu'ils font les hommes puisque la vertu, tu sais très bien que voilà. Courage, l'honnêteté, non, on s'en voilà, fiche, de toute façon, pas grave. on s'en fiche. On va s'enculer excusez-moi, mais voilà, on va préférer se tourner vers la facilité et donc Faire Sodome et Gomorrhe. voilà, et donc se livrer à des. Et donc moi je vois très bien, je vois. Encore une fois, j'ai pas de jugement. Les pauvres homosexuels qui vont me dire oui, je suis homophobe, etc., etc. Moi, ce que je dis, c'est pas contre eux, c'est au contraire, j'ai de la compassion pour ces hommes-là qui n'ont pas eu de choix que de se tourner vers l'homosexualité, car ils n'ont pas pu aborder cette femme inaccessible qui devient finalement un monstre sanguinaire qu'on ne peut plus regarder, qui nous traite de violeurs si on a la mauvaise idée de l'effleurer dans un tram. Voilà. Et là, justement, pour rebondir là-dessus, le problème qu'on a justement aujourd'hui, c'est que déjà, les gens ils pensent qu'on fait des attaques ad hominem. Non, jamais l'attaque ad hominem. Et le christianisme, je nous apprends justement une chose, c'est que c'est le péché qu'on dénonce, pas l'homme. L'homme, on l'aime. Justement, c'est parce qu'on l'aime qu'on veut le meilleur pour lui. C'est sûr. En tout cas, on décrit un phénomène sociétal. Moi, je suis pas dans le jugement, je suis dans l'analyse. L'analyse, le scientifique est complètement neutre. Alors, je peux avoir mes propres mes avis, mais je vais pas. Moi, mon avis, on n'est pas là pour discuter de nos avis personnels. On est là pour discuter de phénomènes sociétaux globaux. Et je donne ma version de ma compréhension de la société. Donc, c'est vrai que ce que je viens de décrire, je pense que c'est effectivement la première raison de la chute de natalité en Europe. Dans des pays qui ne connaissent pas le féminisme, comme les pays arabo-musulmans ou les pays africains, on est à 6 enfants par femme. Par exemple, au Nigeria, ils sont à 5 puis en 8, de ce que j'ai vu dernièrement. C'est par rapport aux Français, à nous les Français, on est à 1,5. Et encore dans les 1,5, il ne faut pas oublier tous les immigrés, les descendants, des Français d'origine. On n'aurait pas de statistiques, de toute façon, sur les Non, parce sur les que blancs, malheureusement, c'est interdit, ça, non malheureusement, c'est interdit. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une famille française d'origine immigrée garde sa culture d'immigré. Ouais, tant mieux, sûr. pour le coup, tant mieux pour elle, parce que je veux dire, ces gens-là ne tombent pas dans le wokisme, le féminisme. Voilà, une femme musulmane, en général, c'est compliqué d'en trouver des femmes musulmanes féministes, quoique. Mais je veux dire, globalement, non. Voilà, c'est pas ce qu'on a trouvé aujourd'hui, tu sais. Allez expliquer à des Africains qu'un homme n'est pas un homme et qu'une femme n'est pas une femme, ils vous riront au visage. Et donc, voilà. Ah, c'est sûr. Excellente analyse, de toute façon. Moi, la chose que...
franchement, je pense qu'une femme, les femmes d'aujourd'hui, et on a fait exprès hein, justement de dire, oh, vous savez, les personnes âgées, elles ont plus de sagesse et tout. Je pense que n'importe quelle femme aujourd'hui, elle irait demander à une femme qui a eu des enfants dans sa vie, même qui a potentiellement une bonne carrière professionnelle. Je pense que la réponse de toutes ces femmes serait la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de faire des enfants et de faire une famille. Ben oui. Et pareil, on peut penser à la fin de la vie. Un jour, tu es sur ton lit de mort. Il y a beaucoup de féministes justement, qui sont morts toutes seules comme ça et tout. C'est horrible. Tu as envie d'avoir tes enfants, tu as envie d'avoir tes petits-enfants. Oui. Tu t'es dit, voilà, on a fait quelque chose dans ce monde. De toute façon, il n'y a rien qui remplace l'amour. L'amour, Rien. c'est rien. La femme, elle va faire sa carrière. Même l'homme, finalement. Hein. Je veux dire, je parle Même pour beaucoup l'homme, des hein. femmes, mais je veux dire, l'homme aujourd'hui devient féministe aussi et ne pense aussi qu'à sa. Enfin, l'homme a toujours pensé à sa carrière, mais jadis, il pensait à sa carrière pour pouvoir nourrir ses enfants. C'est ça, la différence. Voilà. Non, mais aujourd'hui, l'homme occidental ne pense à sa carrière pour lui. Et Bien il sûr. se fourvoie parce que finalement, voilà. Et un jour, il se réveille à 50 ans, on appelle la crise de la quarantaine, crise de la, toi, 50 ans, antidépresseurs, etc. Et tout ça, ça fait tourner les industries pharmaceutiques. Ouais, et ça tout les voilà. arrange, hein. Donc en fait, tout est lié. Et donc finalement, ces gens se retrouvent à 50 ans complètement dépressifs. C'est ce qui explique aussi ce que je disais tout à l'heure quand je sentais, il y a quelques années, un climat de mal-être dans la société. De toute façon, c'est sûr que ouais. voilà, il y a le nombre de femmes qu'on voit, voilà, qui sont dans des carrières professionnelles extrêmement haut placées. Et des fois, elles arrivent à 28-30 ans et hop, la carrière, plus aucun intérêt. Et c'est bien parce que ces femmes-là, elles vont se rendre compte, voilà, qu'elles se sont fait vendre un mensonge et elles vont s'en sortir. Par contre, les femmes qui vont vouloir persister, un jour, elles vont arriver à 40, 45 ans, il va rester plus que leur chat aux côtés d'eux. Ouais. Moi, j'aimerais pas être à la place de ces femmes et je leur souhaite pas ça, franchement. Et je leur souhaite vraiment pas ça. Et même les hommes, voilà, tu te retrouves, et le nombre de personnes, on le sait tous, toutes les personnes, vous leur demandez la meilleure chose que vous avez fait dans leur vie. Et je pense que c'est vrai qu'il faut agir sur les jeunes filles en leur expliquant en fait quelque part ce phénomène parce que la société, cette idéologie des forces du mal s'exerce généralement sur les gens, les adolescents. Bien Qui entendu. sont très faibles et donc ils grandissent dans un formatage complet et qu'ils malheureusement s'en rendent compte quand il est trop tard. Est-ce que nous, justement, on s'en est pas forcément... Parce que on est quand même... on est deux sportifs. Mais, Est-ce oui. que, justement, nous, on n'a pas... Est-ce qu'on n'est pas passé un peu à travers de ça, quand même, toi? Moi, pour parler... Toi, tu as 35 ans, mais... Pour parler de ma propre expérience, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans cette idéologie-là. J'ai toujours vécu dans des grandes villes mondialisées. C'est vrai aussi. Et malheureusement, moi, je suis autodidacte. Moi, mes parents, je viens d'un milieu ouvrier, donc c'était pas des intellectuels. C'était des gens qui avaient d'autres soucis, le souci de ramener la gamelle, et c'est tout aussi honorable. Hein. Sûr. Mais oui, mes parents mettaient beaucoup d'importance à tout ce qui est famille, etc. Et puis moi, j'ai eu une petite période un peu rebelle où j'étais influencé par effectivement l'université de gauche depuis, on va dire, depuis Jeanne d'Arc, l'université française de gauche. Non, mais je parle de ça parce que l'abbé Cochon qui a livré Jeanne d'Arc aux Anglais, c'était ce qu'on appelle un collabo et qui était contre le souverainisme français, qui était déjà ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche et Ouais. qui a collaboré avec la puissance ennemie, comme aujourd'hui un Emmanuel Macron collaborerait se soumet aux puissances étrangères, notamment aux États-Unis, etc., au détriment des intérêts français. Enfin, voilà. Mais en tout cas, l'université, comme on sait aujourd'hui, il n'y a qu'à allumer la télé ou lire un journal pour comprendre que l'université est complètement minée par cette idéologie, on va dire, bien pensante et woke, effectivement. Mais moi, c'était pas encore wokisme à l'époque, Dieu merci. Mais c'était déjà un peu les prémices. On nous expliquait que ce qui était important, c'était la carrière, même aux femmes, que la famille, c'était bien, mais que c'était... il fallait aussi penser à soi. Donc en fait, j'ai vécu les prémices de l'individualisme et j'avoue que j'ai été aussi là-dedans. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai ouvert les yeux depuis quelques années et j'espère effectivement... Alors, j'ai pas d'enfant, mais j'espère en avoir bientôt. Mais j'ai aussi... la chance à ce niveau-là d'avoir un peu plus de temps. Et ça, je dois l'admettre, c'est pas facile pour une femme aujourd'hui parce que elle doit faire face au féminisme et à l'horloge biologique. Très complexe, alors que nous, on doit faire face en tant qu'homme au danger de la société. Ouais. Mais entre guillemets, à ce niveau-là, il faut le dire, on a un peu plus de temps. Mais à nous d'expliquer, Est-ce que justement de notre rôle... sensibiliser. Parce que justement, notre rôle, c'était pas nous d'aller battre les dangers de la société, Oui. la femme la mettre dans un petit cocon pour qu'elle soit, qu'elle puisse aussi, justement,
qu'elle soit relaxée par rapport à sa biologie plus, quoi. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Ouais, dans ce sens-là, oui. Je pense que déjà, alors non, mais je pense que c'est un combat qu'il faut mener avec toutes les forces qu'on a. Bien sûr. Je pense que tout le monde doit se battre. Je pense que les femmes doivent se battre aussi. Moi, on connaît des femmes qui sont clairement sur ces positions-là, donc que nous décrivons, et elles se battent aussi pour les jeunes femmes. Je parle comme de journalistes comme par exemple Charlotte Dornelas ou Eugénie Bastier, où il y a toute une jeunesse féminine qui se réveille aujourd'hui. Bien sûr, c'est bien. Tu vois, et je pense que c'est bien aussi que les femmes se battent pour leur propre C'est important bien-être. aussi parce tout le que monde doit se battre ensemble. C'est important parce que oui, la critique qu'on pourra avoir, bien sûr, c'est toujours important d'adresser les potentielles contradictions. Oui, on est 2 hommes sur un podcast là, donc voilà, ça c'est sûr qu'il y a certaines femmes avec qui ça peut ne pas forcer en parler. Si vous voulez creuser dans le sujet, je recommanderais le livre de Louise Perry, The Case Against the Sexual Revolution, qui parle des dangers justement de ce néo-féminisme, qui nous donne par exemple des solutions pour dire comment on limite les viols. On met des affiches dans la rue où on dit il faut pas violer, et on fait des séminaires où on dit aux hommes faut peut-être arrêter de violer les gars, c'est pas bien. Voilà, la vérité c'est que ce genre d'action ne fonctionne pas. Et ça, c'est pas être méchant de dire ça, c'est juste être réaliste. Bien sûr. Et moi, bien sûr, que la chose que je souhaite le plus dans ma vie, c'est de voir les femmes avec un grand sourire. Et quand on voit les jeunes femmes qui sortent des universités, on en est loin. On en est loin. Tu vois bien une tristesse sur le visage. Et moi, j'en profite pour inviter nos auditeurs à suivre des médias alternatifs comme sur YouTube, comme Valeurs Actuelles, VA+, sur YouTube, ou par exemple Boulevard Voltaire, où en effet on peut aussi imaginer TV Liberté. Donc ce sont des médias effectivement qui mettent en scène des femmes, parce que alors là nous on est des 2 hommes et on va se prendre des gifles de féminazis qui nous traiteront de machistes, etc. Mais ce qui est intéressant, quand tu disais qu'ils doivent participer au combat, moi je trouve que les femmes qui participent au combat sont plus crédibles parce que c'est des femmes. Bien entendu. Et donc ces néo-nazis, ces féminazis comme je les appelle, n'ont pas de cet argument de leur dire ah bah non, vous êtes des hommes, vous êtes machistes. Non, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des femmes et nous nous battons pour le bien-être, notre futur bien-être, et pour sauver nos jeunes sœurs qui se font endoctriner à l'université. Bien entendu. Après voilà, c'est aussi le travail derrière de rechercher. Il y a, bien entendu, en tant qu'homme, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre d'une femme. La femme, c'est une énigme, bien entendu. Une créature incomprise. Et c'était Doc Brown dans Retour vers le futur qui mentionne ça à un moment. Je voudrais comprendre les femmes. Et non, mais c'est sûr que voilà, il y a une psychologie qui est différente, bien entendu. Justement, on sait qu'une psychologie qui est différente. On sait que les femmes scorent plus haut en termes d'agréabilité. On sait que les femmes sont plus empathiques. On va dire qu'elles sont justement sur le terme d'agréabilité, c'est on peut avoir plus de mal par exemple à défendre un salaire plus haut. Aller voir l'employeur et dire je voudrais que tu m'augmentes, voilà, j'ai fait ça. Voilà. Les femmes sont très intéressantes aussi sur le plan psychologique. Elles ont des capacités de persuasion, de manipulation. Quand je dis manipulation, c'est pas forcément mauvais. Alors disons persuasion pour le positif et manipulation pour le négatif peut-être. Ouais, voilà, c'est ça, persuasion. Mais on peut manipuler positivement pour pouvoir persuader, je veux dire, pour pouvoir inciter. C'est pour ça que je dis manipulation, mais en tout cas, elles sont assertives aussi. Elles sont, mais elles sont un peu moins assertives entre guillemets. Ou peut-être qu'après elles peuvent être aussi d'une façon derrière plus indirecte. Parce que quand on parle par exemple que la femme n'a pas eu d'influence en société, c'est complètement faux. Non, bien la sûr femme que non. est absolument une influence bien sûr, incroyable. On se rappelle du 19e siècle avec toutes les duchesses et les comtesses qui recevaient les plus grands écrivains et les plus grands écrivains, les plus grands philosophes leur mangeaient dans la main parce qu'ils avaient énormément d'influence sur Paris. Voilà, je pense à la duchesse du Châtelet ou Madame de Staël, voilà. Ou même Joséphine de Beauharnais qui a eu beaucoup d'influence sur Napoléon. Peut-être pas au point que Ridley Scott a voulu l'illustrer dans son dernier film, parce que là, ça a été imprégné de wokisme, encore une fois, mais néanmoins, elle a été importante, Joséphine. Et puis même des grandes femmes, Catherine de Médicis, bien sûr. Marie-Antoinette. Toutes les femmes aussi qui n'ont pas forcément dont on ne se rappelle pas forcément le nom aujourd'hui, mais qui ont contribué à construire cette société. Oui, bien sûr. Et Jeanne d'Arc aussi, qui a mené des hommes au combat. Ah, bien sûr. Mais donc on va conclure là-dessus. Oui. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment un message. Ça, c'est le message, je pense, qui me tient le plus à cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de dire à ce monde. C'est ayez des valeurs ancrées. Et n'hésitez pas à aller voir dans le christianisme. N'hésitez pas à lire la Bible. Plutôt que d'aller peut-être aller dire le christianisme, c'est les curés, c'est les pasteurs. Voilà.
étudiez un peu la Bible. Rendez-vous compte de la richesse de ce texte, parce que c'est le canon de notre société. Hein. C'est vrai que... Si on fait un arbre généalogique de tous les livres, tout en haut, c'est la Bible. C'est clair. C'est clair, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Moi, je dirais même, pour pouvoir étayer, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, lisez la Bible. Je pense que peu importe, la Bible est destinée pour tout le monde, à tout le monde, je veux dire. Et de toute manière, elle ne fera que du bien, qu'on soit déjà croyant. Alors, j'invite beaucoup les croyants à lire la Bible parce que je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens. Surtout chez les catholiques. Aujourd'hui qui sont complètement aveuglés et aussi lobotomisés par une certaine église qui est politisée et qui, voilà, comme on le sait, ne travaille que pour ses intérêts, qui est dans le dogmatisme pur. C'est vrai que le catholicisme, l'église catholique, voilà. Je ne veux pas défendre l'église catholique parce qu'il y a eu... Il y a eu des abus. Ils sont sacrément plantés. Je pense que s'il y a beaucoup de gens qui sont partis du Christ aujourd'hui, ils ont une responsabilité. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'invite d'abord les catholiques à lire leurs propres livres. Je suis sûr qu'il y a plein de catholiques qui n'ont jamais lu la Bible et ça, c'est triste. C'est pas la grande tradition. Après, c'est pas la tradition du catholicisme. Ah, ben non, le protestantisme, bien sûr que oui. Bien sûr, mais on est d'accord. Mais quand même, il ne faut pas non plus. Enfin, je veux dire, le catholicisme, ça vient pas de n'importe quel livre non plus. Je veux dire, ça vient de la Bible. Je veux dire, à un moment donné, il faut, voilà. Il faut lire la Bible. Et puis, d'un côté, pour les croyants, et puis pour les personnes qui ne croient pas ou qui croient en notre religion ou en autre chose, j'en sais rien, il faut lire quand même la Bible, parce que premièrement, c'est de la culture générale, c'est un livre fondateur de tout, comme on l'a dit, tout découle de la Bible, absolument tout. Et puis, et puis c'est sympa, il y a beaucoup de figures intéressantes, il y a beaucoup de paraboles intéressantes, et au niveau moral et philosophique, c'est une claque. Quoi. C'est une richesse, c'est un livre qu'on peut étudier toute la vie et on n'en aura pas compris un dixième. Bien sûr, oui, je me rappelle une émission, tout le monde en parle, une émission des années 2090. À un moment donné, Thierry Ardisson qui pose une question à Michel Houellebecq, qui lui pose la question de façon de dire s'il y avait qu'un livre, Michel Houellebecq, je pense que tout le monde connaît, mais s'il y avait pas de livre, s'il y avait aucun livre qui existait, si on devait supprimer tous les livres de la Terre, lequel garderiez-vous ? Eh bien, il cite la Bible. Voilà. Bien sûr. Alors que Michel Houellebecq n'est pas connu comme étant le plus fervent des catholiques, ni des chrétiens d'ailleurs. Mais sa vision du christianisme est très intéressante, il faudrait aller voir. Mais globalement, ouais, la Bible, c'est dingue. Et voilà, pour moi, soyez... moi, je dirais à mon jeune passé et à tous les jeunes, je dirais, lisez la Bible. Essayez de comprendre vraiment ces histoires, parce que vous savez toutes ces histoires qui vous ont inspiré. Voilà, vous savez ce que c'est un héros. Vous savez ce que c'est aussi quand le héros il rencontre sa partenaire sur le chemin, voilà, son chemin d'héroïne à elle, et on le sait très bien. Et mariez-vous jeune, avec une bonne personne, bien entendu, et puis faites beaucoup d'enfants. Et pas avec n'importe qui, mais c'est pour ça que c'est important d'être ancré dans les valeurs. Et vous voulez de toute façon, le mariage est éternel, mais le mariage peut être éternel justement si on a deux personnes qui ont surpassé cet ego, qui tous les deux, tous les jours se disent on fait ça ensemble, on marche ensemble vers Dieu. On n'est pas ouais là tu me donnes ce que j'ai en ce moment, ouais, le jour où tu me donnes plus pendant une journée, je me barre, je vais aller voir une autre. Non, c'est pas ça. C'est déjà le mariage est déjà un pacte vertical, c'est-à-dire avec quelque chose de plus grand que nous, plutôt qu'un pacte horizontal, c'est-à-dire entre humains. C'est pour ça que tu regardes le prêtre ou le pasteur quand il te pose la fameuse question lors du mariage. Et vous le verrez, même si au début ça vous fait bizarre et tout. Et je pense qu'il y a vraiment un jour où les enfants et le mariage, il y a vraiment un jour où on se dit on a fait la meilleure chose qu'on pouvait faire dans notre vie. Voilà, je voulais conclure là-dessus. C'était vraiment un plaisir de t'avoir, Achille. Le plaisir est partagé. Un petit mot de la fin. Bah, écoutez, écoute plutôt, non, mais très bon exercice. Moi, c'était la première fois que je faisais ça. T'en es pas mal sorti, hein. En toute honnêteté, écoute, ouais, non, je trouve que c'était pas mal, ouais. Mais j'ai hâte aussi de continuer l'expérience sur diverses thématiques. En tout cas, je souhaite que tout le monde se porte bien et puis qu'on se retrouve bientôt sur les ondes. Voilà. Merci Achille en tout cas pour ton message. Merci Geoffrey. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Voilà, ça peut nous inciter vraiment avec Achille de continuer. On voit la capacité de profondeur d'Achille et c'est vraiment remarquable, très plaisant. Donc, merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message si vous avez apprécié ou si vous avez des commentaires. Et à la prochaine. À la prochaine, au revoir.